Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Over the Rainbow. Je suis Capucine et je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode. Over the Rainbow donne la parole à toutes les femmes. Et nous sommes nombreuses. Femmes cisgenres, femmes trans, non-binaires ou encore gender fluide. De toutes couleurs, confessions, formes, horizons et âges, notre diversité est une force. Nous sommes intelligentes, courageuses, belles, résilientes et chacune de nos voix compte. Croyez-moi, nous avons toutes des choses à raconter, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Derrière l'arc-en-ciel se trouve une aspiration optimiste et positive qui nous unit toutes et que nous désirons transmettre à travers ce podcast. Over the Rainbow diffuse l'espoir à travers vos histoires. Alors bonne écoute! Aujourd'hui, nous parlerons donc corps puisque notre sujet est le suivant, vivre après un viol, justice catastrophique et obésité. Et pour mener à bien cet épisode, je suis ravie d'accueillir notre invitée du jour, Déborah. Bonjour Déborah. Bonjour Capucine. Comment vas-tu ? Ça va. Avant toute chose, je tenais à te remercier d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui dans Over the Rainbow. Tu as accepté de te livrer sur un épisode particulièrement traumatisant de ta vie. Malheureusement, ce type d'épreuve doit être affronté par de nombreuses femmes et tu prends ainsi le rôle d'une porte-parole. Merci d'accepter de raconter un événement aussi intime. Merci de me laisser la chance de le faire. Mais ça me fait vraiment plaisir. Je vais donc te poser plusieurs questions pour te guider lors de ton témoignage. Certaines ont notamment été posées par des abonnés. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors, Déborah, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi pour te présenter ? Alors, je m'appelle Déborah, du coup, j'ai 23 ans. J'habite à Nantes depuis 2 ans maintenant. D'accord. J'ai arrêté la fac cette année. J'adore lire, j'aime beaucoup écrire aussi. D'accord. Et j'adore les jeux vidéo. Très bien. Voilà un portrait bien récapitulatif. T'as quelque chose à ajouter avant de commencer ? Oui, du coup, j'aimerais juste dire que ce que je vais raconter, ce qu'on va raconter toutes les deux, c'est vraiment juste mon histoire. C'est pour personne d'autre, dans le sens où chaque expérience est différente. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va commencer directement dans le vif du sujet avec l'histoire du viol que tu as subi. Alors, quel âge tu avais à ce moment-là ? J'avais 17 ans. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous raconter précisément ce qui est arrivé, donc ce qui se passait avant le viol, comment ça s'est déroulé ? J'en profite d'ailleurs pour préciser que tu risques d'expliciter clairement les événements, que cela peut s'avérer traumatisant pour certaines personnes. Donc, si vous avez peur de raviver chez vous-même des souvenirs traumatiques, vous pouvez avancer un peu l'épisode. Alors, vas-y Déborah, je t'écoute. Alors du coup, j'avais 17 ans, j'étais avec ma meilleure amie avec qui j'ai passé mon internat. Ça faisait à peu près 5 ans qu'on était amis. Et en fait, la veille de ce jour-là, j'avais rencontré un garçon dans le bus. J'avais bu et en fait, je l'ai dragué. Et du coup, on s'était donné rendez-vous en fait, le lendemain dans un parking souterrain. Et donc ce jour-là, donc le lendemain. Donc rendez-vous dans ce parking souterrain, toujours avec ma meilleure amie. Lui, il avait emmené 2 amis à lui. Donc j'avais encore bu, j'avais fumé, on était toutes les deux alcoolisées. Donc vraiment une soirée banale pour une adolescente de 17 ans. Enfin en tout cas pour moi, à 17 ans. Et en fait, j'ai commencé à draguer les autres garçons. On s'est embrassés et j'ai enlevé mon t-shirt. Et ensuite c'était trop pour moi, donc j'ai arrêté, j'ai remis mon t-shirt et j'ai voulu partir. Et en fait, ils m'ont emmené dans une pièce, en fait, dans le parking. Et du coup, ils m'ont renlevé mon t-shirt, ils m'ont couché par terre. Donc là, il n'y en avait que 2, des garçons. Okay. Ma meilleure amie, c'est dans l'autre pièce avec le garçon que j'avais rencontré la veille. Donc j'étais couchée par terre. Il y en a un qui s'est mis, en fait, sur mes épaules pour m'empêcher de bouger. Donc il s'est assis sur moi. Du coup, j'avais pas de vision en fait sur le reste de mon corps. Et du coup, j'ai juste senti en fait ce qui s'est passé. Donc il y avait donc l'autre garçon qui m'a écarté les jambes, qui m'a pénétré. Et en fait, c'est à ce moment-là où c'est un peu devenu flou.
dans le sens où, à ce moment-là, en fait, mon corps, je l'ai vu de l'extérieur. Je suis sortie de mon corps et je me suis juste vue me faire violer, en fait. Donc, j'ai pas vraiment de sensation. La seule sensation que j'ai à ce moment-là, c'est le froid du béton sur mon dos. Je sais pas comment ça s'est fini. Je sais que ça s'est fini. Je sais que je suis partie dans une autre pièce et que j'avais vraiment envie de faire pipi. C'était vraiment la seule chose que j'avais dans ma tête à ce moment-là. J'avais pas l'idée du viol, rien du tout. Et en fait, il y a donc celui qui était assis sur mes épaules qui m'a suivie pour lui me forcer aussi, en fait. Et son ami était derrière à lui dire de se dépêcher. Je me souviens de ça et je me souviens du fait qu'il était même pas dur, en fait, celui qui essayait de me violer. Que c'était juste pour le faire, mais et du coup, c'est une sensation vraiment horrible que j'ai encore dans ma tête, ça. Tout le long, j'ai demandé qu'on arrête, j'ai dit que ça suffisait, j'ai essayé de crier, j'ai dit stop. Personne n'a écouté. Donc quand ils ont décidé que c'était assez, ils sont partis. Et en fait, leur ami, donc le garçon que j'avais rencontré la veille, est venu. Je lui ai dit que du coup, il m'avait forcé, que je voulais qu'il m'aide. Et à ce moment-là, en fait, lui, il m'a forcé à lui faire une fellation. Et dans ma tête, en fait, c'était vraiment, il fallait que je m'en sorte, il fallait que je sorte de tout ça. J'ai fait tout ce tout ce qu'il fallait en fait pour sortir de là. Et quand c'est fini, je suis sortie de la pièce et j'ai vu du coup celle que je pensais être ma meilleure amie tendre un billet de 10 € à l'un de mes violeurs. J'avais pas encore toutes les informations dans ma tête, c'était pas encore monté, donc j'ai juste dit que je voulais partir. Je suis partie et en fait en sortant, il y avait une queue d'hommes, de garçons à peu près du même âge que mes violeurs. Et ils m'ont dit oui, alors à ce qui paraît, tu te laisses baiser, donc c'est à notre tour. Et du coup, là, cette fois-ci, donc ma supposée meilleure amie les a repoussés et on est parti. Et c'est là où, en fait, quelques mètres après, je me suis rendu compte que je m'étais fait violer. Ok, donc du coup, tu t'en es rendu compte, vraiment sur le moment, comme tu dis, tu t'es séparée de ton corps. Ouais. On parle de dissociation, il me semble, à ce Ouais. moment-là, c'est quelque chose qui arrive beaucoup pour des victimes de viol. Ouais. Et c'est vrai que t'étais absente, en fait, tu vivais le truc, mais oui, c'était vraiment tu te rendais pas compte. C'était ma protection, je pensais Ouais. vraiment mon corps, c'était trop douloureux mentalement et du coup, mon corps il s'est vraiment... Et c'est très étrange parce que c'était vraiment comme dans un film, comme si j'étais un fantôme à ce moment-là et que j'étais dans le coma en fait. Donc c'est vrai que j'ai pas de sensation dont je me souvienne à ce moment-là, mais j'ai toutes les images comme si j'étais à l'extérieur. Ouais, je vois. Et c'est vraiment en sortant que t'as pris conscience de ça. Donc, en plus du traumatisme causé par le viol, tu as subi également une véritable trahison de la part de celle que tu considérais comme ton amie. Comment est-ce que tu as vécu tout ça quand tu as commencé à réaliser ce qui se passait? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Alors du coup, ça a été très difficile parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai mis énormément de temps à me rendre compte qu'elle était autant coupable et même plus que mes violeurs. J'ai compris très tard qu'elle m'avait vendu en fait, qu'elle avait vendu mon corps. Et en fait, quand je suis sortie de cette pièce et que je me suis rendu compte que je m'étais fait violer, j'ai d'abord cherché de l'aide. J'avais besoin qu'on me ramène chez moi, j'avais besoin d'être à la maison. Et je me souviens d'avoir appelé quelqu'un, en fait, un garçon avec qui j'avais déjà eu une relation sexuelle. Et il m'a dit, si tu couches avec moi, je te ramène chez moi. Et du coup, ok. Du coup, j'ai appelé ma mère. Ma mère m'a pas répondu parce qu'en fait, ce jour-là, elle était avec des amis. Ouais. J'ai dû rentrer chez moi à pied et c'était le plus long chemin de ma vie parce que c'est là où en fait les informations elles reviennent d'un coup. Et d'un coup, on se dit, ok, je me suis fait violer. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment passé aussi? Et, et c'est vrai que j'ai bien dû mettre des mois avant de me rendre compte que celle que je pensais être ma meilleure amie, elle m'avait vendue. Ouais. Et comment est-ce que tu sais comment ça s'est passé pour elle? Comment est-ce qu'elle a fait pour organiser ça? Et à partir de quand elle s'est mise en contact avec ses garçons et elle a décidé ça? Et comment ça se fait qu'il y avait une queue de gars qui attendaient derrière? Comment est-ce qu'on en est arrivé là en fait? Est-ce que tu le sais? En fait, je sais que du coup,
le soir même, en fait, elle a dit, elle a parié avec les garçons qu'ils allaient réussir ou pas à me baiser, parce que je peux pas dire faire l'amour Oui. dans ces circonstances-là, désolée. Bien sûr. Et du coup, bah, ils ont gagné, donc elle leur a donné 10 euros. Donc c'était vraiment une décision qu'elle a prise sur le moment, c'est pas une décision qu'elle a réfléchi, qu'elle a commandité, je dirais. Et en fait, cette queue de garçon, en fait, j'ai appris que en fait, bah, ses amis lui avaient juste envoyé des messages, en fait. Ouais, je vois. Que c'était vraiment, on l'a fait tourner, en fait. Ouais. Oui, c'est d'autant plus humiliant en fait. T'as Ouais. vraiment dû te sentir comme un objet, Oui, un c'est un objet peu ça. sexuel. Ouais. Et puis c'est quelque chose que en fait, on peut pas imaginer, en fait. Je veux dire, à quel moment, au-delà de ça, même s'il pensait ne pas m'avoir violée, à quel moment on fait tourner un numéro de fille, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai pas compris. Et ces garçons-là, ils étaient mineurs aussi ou ils avaient quel âge à peu près, tu le sais ou... Je sais qu'ils étaient mineurs normalement. Moi, c'est les informations que j'ai eues. Ouais. Donc, je sais qu'ils étaient mineurs. Je pense pas que tous ceux dans la queue étaient mineurs. Ouais. Et je pense qu'il y en a qui étaient beaucoup trop mineurs aussi. Tu penses qu'ils étaient à peu près combien à attendre dehors là? Plus d'une dizaine. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ouais. Ok. Bon, alors quand on a discuté toutes les deux pour préparer cet épisode, tu m'as dit que tu voulais particulièrement insister sur les suites du viol, l'après. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi de parler de l'après justement? Parce qu'en fait, quand je me suis fait violer, donc la première chose que j'ai fait, et je pense que on le fait tous pour une raison ou pour une autre, c'est aller sur Internet pour trouver du soutien sur Internet ou une explication ou une manière de gérer la chose. Et sur Internet, on parle beaucoup du viol, de l'action du viol. On parle jamais d'après. Et en fait, c'est vrai que quand je me suis fait violer, pour moi, c'était quelque chose qui est arrivé sur le moment et qui s'arrêtait en fait. Et finalement, ça fait 6 ans que je me suis fait violer et j'ai toujours été violée en fait. Au bout de 6 ans, ça reste en fait. Et je trouve que ce après est plus dur que le viol en lui-même parce que c'est quelque chose avec lequel on vit tous les jours. Et c'est dans ce sens-là où pour moi l'après est plus important et je pense que j'aurais aimé qu'on me mette au courant de cet après-là. Ouais, je vois. Et du coup, toi, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé justement après ce viol? Comment tu te sentais? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as dû marcher pour rentrer jusqu'à chez toi. Qu'est-ce qui s'est passé après tout ça? Après que je me sois fait violer, donc du coup, oui, j'ai marché jusqu'à chez moi. J'ai dormi avec cette fille. On a dormi ensemble tout le long. Dans ma tête, c'était des questions, la culpabilité, c'était pourquoi j'ai pas pu se crier, qu'est-ce que j'ai fait, c'est ma faute, j'aurais pas dû boire, j'aurais pas dû enlever mon t-shirt, j'aurais pas dû draguer, enfin, toutes ces questions que je pense qu'on a toutes au bout d'un moment. Tous, pas toutes, tous, au bout d'un moment, parce que... Et du coup, c'est vrai que quand je suis rentrée à la maison, j'ai pris une douche, une longue, très longue douche. Et ensuite, je me suis endormie, en fait, j'ai dormi. Et en fait, plus les jours passaient, et plus la gravité de la chose s'est installée, j'ai eu énormément de temps à me rendre compte de l'action, mais je savais que mon corps était sale. J'avais vraiment cette sensation que mon corps était sale et qu'il fallait que je me lave. Et j'en ai pas du tout parlé autour de moi. Pendant longtemps, j'ai mis une semaine à peu près à parler avec quelqu'un, mais pas ma famille, parce que c'était ma faute. Ouais, dans ta tête, c'était ta faute. Ouais. Et c'est à qui du coup que t'en as parlé pour la première fois? À ma meilleure amie. Ma vraie meilleure amie, que j'ai toujours maintenant, qui est toujours là pour moi et qui a été le plus grand soutien que j'ai eu dans ce début cette début de prise de conscience. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle a fait, elle, pour t'aider justement à ce moment-là? Du coup, en fait, déjà, elle s'est énervée pour moi. Quand je me suis fait violer, j'ai pas eu cette colère. J'avais vraiment cette incompréhension et j'avais quelque chose qui s'est éteint en fait et ça m'a fait du bien de voir quelqu'un qui s'est énervé pour moi, qui a ressenti ce que je pouvais pas ressentir pour le moment. Oui, tu t'es dit voilà, c'est normal d'être en colère, c'est pas normal ce qui s'est passé. C'est ça. Donc ça m'a fait du bien parce qu'il y avait quelqu'un à côté qui ressentait ce que je pouvais pas ressentir, c'était ce soutien-là dont j'avais besoin. Donc ouais, ça m'a fait du bien. Et ensuite, en fait, elle était là et elle est toujours là en fait. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment... Et comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que toi, tu as voulu porter plainte ou pas? Pas du tout, parce que
Je pense qu'on l'a tous entendu au moins une fois que les victimes de viol, soit la plainte, elle est, elle est entendue, elle est prise en compte et ça amène à un procès. Et ce procès, on détruit la victime. Soit la plainte, elle est entendue et elle n'est jamais prise en compte et je voulais pas. Je voulais pas parce que déjà, c'était pas arrivé dans ma tête encore. J'avais pas conscience encore de ce viol. J'avais pas toutes les informations dans ma tête. Et pour moi, c'était pas. Non, je voulais pas porter plainte. C'était vraiment pas quelque chose que je voulais faire. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup dans les jours à venir? Donc ta meilleure amie a été mise au courant. Ouais. Est-ce que finalement tu en as parlé à ta famille ou pas? Alors en fait, du coup, une semaine après mon viol, je suis allée au COVA. Donc c'est un peu comme le planning familial en fait à l'hôpital de Bordeaux. D'accord. Je voulais savoir si j'étais enceinte et si j'avais une maladie, Oui. n'importe laquelle. Oui, parce que bien sûr, il n'y avait pas eu de protection. En fait, je sais pas. Tu sais pas, ouais. Je suis pas sûre qu'on ait eu tout le temps. Donc, et dans ma tête, c'était vraiment, il fallait que je fasse ça. C'était la seule chose qu'il fallait que je fasse. C'était automatique dans ma tête. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'étais mineure. Du coup, on m'a dit que, en fait, vu que j'étais mineure, ils étaient obligés de porter plainte à ma place. D'accord. Et ils étaient obligés d'appeler mes parents, de les mettre au courant. Ah ouais. Donc, les deux choses que je ne voulais pas faire. Ça a été très difficile parce que pour porter plainte, il faut qu'on fasse un frottis, il faut qu'on fasse beaucoup d'examens qui sont invasifs en fait, faits par un gynécologue homme. Après un viol, c'est très compliqué. Ouais. J'ai dû appeler, donc moi j'ai pris la décision d'appeler mon assistante sociale, qui elle a appelé ma mère, parce que je pouvais pas l'appeler, je pouvais pas appeler ma mère et lui dire voilà maman, c'est comme ça que ça s'est passé. Du coup, voilà, on m'a forcé à porter plainte et on m'a forcé à appeler ma mère pour lui raconter. Ouais. Et comment est-ce que ça s'est passé avec ta mère? Enfin, ça a été quoi sa réaction? Est-ce que déjà vous étiez proches ou pas vraiment? Alors, je suis super proche avec ma mère. Ouais. J'ai toujours été proche avec ma mère. La première réaction qu'elle a eue, je dirais que c'est pas la bonne. Elle m'a dit qu'est-ce que t'as fait? C'est une phrase que je n'oublierai jamais parce que c'est vrai qu'elle m'a marquée. Aujourd'hui, je sais que c'est pas comme ça qu'elle le pensait. Sur le moment, ça m'a touchée parce que c'est exactement la question que je me posais moi. Oui, c'est exactement ce qu'il ne faut pas demander à une victime de viol, parce que Voilà. bien sûr, c'est jamais par rapport à ce qu'on fait nous. Mais c'est vrai que aujourd'hui, après beaucoup de réflexions, après beaucoup de conversations avec ma mère, je sais que quand elle m'a posé cette question, elle était sous choc autant que moi. Oui, c'était une maladresse. Voilà, pas du tout une mauvaise intention. Merci. Donc c'est vrai que, mais après ça, elle m'a soutenue comme personne ne m'a jamais soutenue. Ouais. Et comment est-ce que ça s'est déroulé cette plainte que tu ne souhaitais pas justement? Alors du coup, donc j'ai fait ce frottis, etc. Ils ont envoyé les preuves au procureur, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et du coup, j'ai reçu un appel de la police quand j'étais en cours. Donc j'étais au lycée à cette époque, qui me disait que bah du coup il fallait que je vienne. C'est là où ma meilleure amie elle a été géniale parce que du coup elle m'a accompagnée. Je suis allée au commissariat de police de Bordeaux. Donc j'ai dû déposer plainte, donc raconter mon histoire, une histoire que j'avais pas complètement comprise encore, donc c'était difficile. Raconter mon histoire à des policiers hommes, c'était difficile. Raconter mon histoire à des gens qui n'ont pas voulu me croire, c'était difficile. Ah oui, en plus t'as eu la malchance de tomber sur des gens qui sont... Tu t'es pas sentie à l'aise et tu t'es pas sentie crue quand tu l'as dit pas du tout, parce que en fait on m'a répété je ne sais pas combien de fois que je regrettais juste ce qui était arrivé et que du coup je tournais ça comme un viol. On m'a demandé pourquoi j'avais bu, pourquoi j'avais embrassé, que finalement je l'avais quand même un peu cherché. Oh là là. Et on me poussait vraiment à changer ma déposition et à dire que non, en fait, je regrettais juste l'action que j'avais faite. Ouais, alors ça, c'est extrêmement grave, hein, et bien pour préciser, c'est totalement illégal. Des policiers n'ont absolument pas à influencer la plainte d'une quelconque façon que ce soit, et sûrement pas en remettant en question la victime et en la poussant à déformer des propos qu'elle déclare. Donc bien sûr, c'est un comportement totalement irresponsable
Et j'espère que tous les policiers et policières ne sont pas comme ça. Je pense déjà honnêtement que le fait de tomber sur une femme, ça peut aider. Après, il y a des hommes qui sont très compréhensifs, mais bon, je pense que ça aide aussi de tomber sur une femme. Donc ouais, c'est vrai que t'as vraiment pas du tout eu de chance sur ce Non, coup-là. Ça a vraiment dû être ultra compliqué pour toi. Parce que quand on est victime de viol, déjà on est dans ce processus de se c'est remettre en ça. question, de se dire mais c'était peut-être de ma faute en fait. Enfin voilà, on est tout le temps comme ça. Alors si t'as des gens qui viennent te le dire en face, alors que t'es dans un moment ultra compliqué où tu dois porter plainte, j'imagine même pas, C'est ça. ça doit être extrêmement difficile. Et puis c'est surtout que c'est la justice en fait. Donc en fait l'endroit où je devais me sentir en sécurité, Ouais, après cet acte où je me sentais en sécurité nulle part, euh, ces gens qui portent un uniforme qui vraiment définit la justice, la protection, m'ont fait me sentir encore plus horrible. ouais, plus vulnérable en fait. Exactement, vraiment plus. J'ai vraiment eu l'impression d'être violée à nouveau. Et c'est vrai que c'était vraiment très très dur cette plainte. Ouais. Et comment se sont poursuivies les démarches judiciaires? Est-ce que tes agresseurs ont été inquiétés? Est-ce qu'il y a eu un procès, des suites? Alors du coup, il n'y a pas eu de procès. Il y a eu des suites dans le sens où ils ont contacté donc la fille avec qui j'étais. Ils ont contacté un de mes violeurs. D'accord. Et là, c'est encore plus dur parce que j'ai eu à entendre ce que eux avaient dit sur moi. Donc je suis venue avec ma mère. Donc j'aimerais que là tout le monde imagine la situation parce qu'en fait, je suis assise avec ma maman en face d'un policier qui va lire des positions de gens qui doivent se défendre contre une accusation de viol. Du coup, donc mon violeur a dit que j'étais amoureuse de lui, que du coup c'était n'importe quoi, que j'étais amoureuse de lui, que lui m'avait rejetée, donc j'imaginais les choses. Ouais, l'excuse classique. Et donc celle que je pensais être ma meilleure amie a dit que de toute façon j'étais une pute, que c'était pas la première fois que je faisais ça, que je couchais avec plein de garçons et que, encore une fois, je regrettais ce que j'avais fait. Tout ça devant ma mère. Oh là là. Là, c'est encore un coup de plus. Ça commence quand même à faire beaucoup. Oui, Ouais. énormément. Et toi, qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là? Enfin, t'as pleuré, t'as eu de la haine. J'ai énormément pleuré. J'avais mal parce que c'était humiliant pour moi d'entendre ça devant ma mère. C'était humiliant parce que j'étais sa petite fille. Et du coup, c'était quelque chose que dans ma tête, je pouvais pas imaginer que ma mère a entendu une fois dans sa vie. C'était humiliant parce que au fond de moi, je savais que j'avais rien fait de mal. J'avais mis du temps et c'est vrai que ce jour-là, quand ils m'ont lu tout ça, je me souviens que je leur ai dit, écoutez, même si j'avais été au milieu d'une rue toute nue, rien du tout expliquerait que je me sentais violée en fait. Et en fait, ils n'ont pas voulu entendre, et de toute façon, ils m'ont bien fait comprendre qu'ils n'avaient pas le temps pour ça. Ouais. Ils m'ont raconté une histoire de quelqu'un qui a été mort et que c'était plus important que mon histoire de viol. Que de toute façon, même dans plein d'autres pays, il y avait des femmes qui se faisaient violer et que si on n'avait pas la preuve concrète, donc c'est-à-dire des marques sur un corps et encore, ça servait à rien. Et que dans tous les cas, même si je portais plainte, même si j'allais au procès, c'est-à-dire, euh, dans tous les cas, ils me démontraient que j'aurais rien en fait, je serais encore plus détruite. Okay. Vraiment à la catastrophe, quoi. Ouais, Tout ce qu'il faut pas. exactement. Ok. Et toi, actuellement, même à ce moment-là et encore aujourd'hui, est-ce que tu t'as ressenti et tu ressens de la haine contre la justice, contre tes agresseurs? Je ressens pas de la haine parce que c'est trop fort. Contre mes agresseurs, pas du tout. Parce que dans ma tête, j'ai déjà donné beaucoup trop. En tout cas, ils m'ont pris beaucoup trop. J'ai plus rien à leur donner. Je vais pas leur donner une once de moi. Plus jamais. Donc non, je ressens plus rien. À part peut-être de la pitié, mais c'est tout. Contre la justice, pas de la haine, mais je dirais de la colère, énormément de colère et d'incompréhension. Euh, Parce que c'est quelque chose qu'on appelle justice, mais moi, j'ai pas vécu cette justice-là. Et je pense que je suis pas la seule. Et dans ce sens-là, oui, je suis vraiment dans l'incompréhension. Je peux pas concevoir que on puisse traiter n'importe qui comme un coupable alors qu'on est en train de porter plainte en tant que victime. Et après ça, est-ce que tu as pu trouver du soutien quelque part, du soutien psychologique par exemple? Alors du coup, j'ai énormément de soutien de mes amis. Je sais que
c'était super important pour moi de voir à quel point j'étais soutenue de ma mère qui en fait a tout porté sur ses épaules. Tout, dans le sens où elle a appelé des dizaines de psychiatres, de psychologues en pleurs pour que j'ai un rendez-vous. Elle a réussi, j'ai eu un rendez-vous. Donc oui, j'ai eu un suivi psy. Psychologique ou psychiatrique du coup? Psychiatrique. D'accord. Parce que du coup, j'étais déjà sous antidépresseurs, donc j'ai pris des antidépresseurs plus forts, des médicaments contre l'angoisse, des médicaments pour tout. Ouais. Donc j'ai vraiment eu ce soutien-là, et surtout ma famille qui m'a soutenue énormément. Là où il y a eu beaucoup de gens qui m'ont pas forcément soutenue comme je m'y attendais, qui se sont beaucoup emparés de ma douleur pour la tourner à leur avantage, comme si c'était la leur. Ce qui a été très dur parce que quand on vit une douleur aussi forte, on n'a pas l'énergie pour se concentrer sur quelqu'un d'autre. Donc on m'a déjà dit de passer au-dessus, que ça ira mieux, que de toute façon c'est bon, ça fait longtemps donc je vais aller mieux. Mais j'ai eu aussi des réactions géniales. Mes sœurs, elles ont été géniales. Ma grande sœur, elle a eu la meilleure réaction que j'aurais jamais demandé. C'est-à-dire que quand je l'ai appelée pour lui dire, elle m'a dit donne-moi leur nom et je vais leur faire ce qu'ils t'ont fait. Et ça a été la chose qui m'a fait le plus de bien parce qu'encore une fois, je me suis pas permis de ressentir cette colère contre eux parce que je voulais pas. Et elle a ressenti pour moi. Et ça m'a vraiment fait énormément bien. Je vois. Et le suivi psychologique, il a duré longtemps. Est-ce que tu as encore un suivi aujourd'hui ou pas? Il a duré énormément longtemps. C'est vrai que j'ai beaucoup déménagé, donc ça a été un peu compliqué, mais j'ai toujours un suivi maintenant. D'accord. Et ça t'aide? Tu te sens mieux avec ça? Du coup, j'ai arrêté le suivi psychologique, c'est-à-dire normal, entre guillemets, dans le sens où ça fait plus de 10 ans que je vois des psychologues et des psychiatres. J'avais envie de changer, donc je vois un médecin Qui fait de l'hypnose. Qui fait de l'hypnose. Merci. Du coup, et ça m'aide énormément parce qu'en fait, c'est comme parler avec une psychologue, mais beaucoup plus détendue et beaucoup moins. Elle suit beaucoup moins les manuels en fait, donc c'est très intéressant. Et du coup, elle fait de l'hypnose par exemple pour enlever le traumatisme, revenir au... Enfin, qu'est-ce que tu fais exactement? En fait, je voulais vraiment arrêter de parler avec les psychologues dans le sens où parler c'est bien. Ça m'a fait énormément de bien pendant longtemps. Mais sauf qu'au bout d'un moment, on a la capacité de parler de ce qu'on veut et cacher ce qu'on veut. Oui, je vois. Donc j'avais besoin de quelqu'un qui aille vraiment au fond des choses et qui touche ces traumatismes-là. Et du coup, avec elle, en fait, on fait de l'hypnose conversationnelle. Donc en fait, je me concentre tellement sur ma conversation que j'oublie l'extérieur, en fait. Et du coup, ce que je dis, c'est vraiment moi au plus profond. Et en fait, on fait aussi de l'hypnose dans le style de l'EMDR. Donc je sais pas si... Non, je pense que tu peux expliquer. En fait, je saurais pas vraiment comment expliquer, mais en fait, ça se lie avec les sensations, en fait, et du coup, on nous fait fermer les yeux ou pas. Et on se concentre sur des événements ou des sensations pour nous sentir mieux, plus calme, plus heureux. Et moi, en tout cas, pour moi, ça marche, ça me fait du bien. Bien réceptive. Ouais, c'est un peu comme la méditation pour moi, en tout cas. D'accord. Donc c'est super important pour moi de pouvoir avoir ce suivi-là parce que, après, je pense que c'est quand même quelque chose qui est, enfin, dans le sens où je fais ça maintenant parce que je sais que je suis prête maintenant à me livrer plus qu'il y a 3 ans, par exemple. C'est ça, chaque chose en son temps. Voilà. Voilà. D'accord. Beaucoup de victimes d'abus sexuels souffrent de stress post-traumatique, c'est-à-dire que l'événement continue de les traumatiser bien après. Cela peut se manifester sous plusieurs formes, cauchemars, prise ou perte de poids, crise d'angoisse, problèmes de sommeil. Comment est-ce que ce stress post-traumatique s'est manifesté chez toi? Alors du coup, donc oui, j'ai souffert de stress post-traumatique aigu. Donc en fait, crise d'angoisse, sans raison. D'accord. Cauchemar, pareil. J'ai aussi, je sais pas comment on appelle ça quand on revit la scène. J'ai des sensations aussi des fois. J'ai déjà ressenti le froid du béton au milieu d'un cours, alors qu'il n'y a pas de raison. J'ai énormément peur dehors, donc je suis une phobie sociale. J'ai aussi cette manie,
encore de prendre beaucoup de douches, d'avoir cette sensation de saleté qu'il faut que j'enlève. Euh, donc y a ça, il y a le fait que en pas beaucoup de temps, j'ai pris énormément de poids. Pour me protéger, en fait, c'était vraiment c'est mon bouclier personnel. Ouais, je vois. Et vraiment, en fait, dans ma tête, la Déborah qui s'est fait violer était pas grosse. Et du coup, si je deviens grosse, je me ferai pas violer. Ce qui est totalement bête, hein, parce qu'on peut se faire violer grosse, pas grosse, petite, grande, etc. Mais dans ma tête à moi, je pense que mon corps a trouvé ça logique. Oui, c'est un mécanisme de protection, tout simplement. Ouais. D'accord. Donc, tu souffres d'obésité. Quel est ton rapport à ton corps aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je dirais qu'il est mieux qu'il y a quelques mois. Ouais. C'est très difficile, ça a été très difficile parce qu'en fait, en tant que victime de viol, c'est très difficile de se rattacher à son corps. Moi, je sais que je me suis détachée de mon corps, j'ai vraiment fait une dissociation qui a duré sur le long terme. Ce corps-là ne m'appartenait plus, on me l'avait pris et je ne pouvais plus le récupérer. Et du coup, l'obésité a fait une double dissociation et du coup, ça a été énormément compliqué pour moi de me raccrocher en fait à ce corps qu'on m'avait volé, ce corps qu'on avait détruit. Donc oui, dans ce sens-là, c'était très difficile et l'obésité a juste rajouté une couche. Mais j'apprends toujours à avancer avec ce corps qui finalement, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, a été en fait mon plus grand allié parce que ouais, il a fait ça pour me protéger finalement en fait. Même la dissociation que j'ai ressentie pendant ce viol, c'était pour me protéger. Cette prise de poids, c'est pour me protéger. C'est juste à moi de lui faire comprendre que c'est bon, qu'on n'a plus besoin d'être protégé et qu'on peut avancer ensemble. Ouais, d'accord. Très bien. Est-ce que ce viol, ça a affecté ta vie sexuelle? Est-ce que tu arrives toujours à avoir des rapports? Comment est-ce qu'on reconstruit sa vie sexuelle justement après avoir vécu ça? Alors ça a énormément affecté ma vie sexuelle, plus que ce que je pensais au début. Parce qu'en fait, après mon viol, j'ai commencé à coucher avec n'importe qui. D'accord. Je me suis mise en danger, mais c'était très important pour moi parce que c'était ma façon à moi de récupérer ce qu'on m'avait pris, de contrôler mes orgasmes, de contrôler mon corps. Donc c'est quelque chose que j'ai fait. Ça a été très dur parce qu'on n'en parle pas souvent. On parle souvent des victimes de viol qui n'arrivent plus à avoir de rapports sexuels. On parle pas souvent des victimes de viol qui ont un surplus de rapports sexuels. Pourtant, ça existe. Et c'est normal, ça s'explique. Et dans ce sens-là, c'est vrai que ça a été difficile. Après, j'ai rencontré mon copain, donc ça a été difficile dans le sens où ça l'est toujours, hein, même 6 ans après. Il y a des moments où, au milieu d'une relation sexuelle, je peux m'arrêter et partir pour me doucher. Il y a des moments où, à la fin d'une relation sexuelle, si j'ai pas eu d'orgasme, moi, je vais avoir l'impression qu'il m'a pris quelque chose. Il y a des moments où je peux sentir les mains de quelqu'un qui n'est pas lui. Donc c'est dans ce sens-là où c'est très difficile. Mais c'est un combat qu'on mène. Oui, et pour lui, comment est-ce qu'il fait de son côté pour essayer de t'accompagner par rapport à ça? Alors au début, j'avoue que la première fois que je suis partie au milieu d'un rapport sexuel, c'était pas très, très simple pour lui. Maintenant, il a l'habitude, il sait aussi pourquoi, donc ça aide. Il est extrêmement patient, il est extrêmement compréhensif. Donc, si je cours sous la douche pour aller prendre une douche, il va venir dans la salle de bain, il va prendre la douche avec moi. Après, c'est des trucs qu'on a trouvés, par exemple, si parce que j'ai pas d'orgasme, je me sens mal, et ben on va faire en sorte que j'ai un orgasme, comme ça, la situation est réglée. Donc c'est ce genre de choses que je pense qu'on a réussi à régler en fait ensemble en communiquant. D'accord. À quel point tu penses que ces événements ont bouleversé ta façon de voir le monde, ta façon d'être? Énormément, puisque j'ai énormément peur du monde en fait maintenant, plus que ce que j'aurais voulu, dans le sens où pour moi, j'y arrive pas dans le sens où, en plus d'avoir été violée, j'ai été trahie. Donc du coup, c'est pas qu'une question de j'ai peur d'être violée, j'ai peur de l'être humain en soi parce que j'ai vu une partie de
de l'être humain que j'aurais jamais voulu voir, que je ne pensais pas être capable de voir et que je ne pensais pas qui existait vraiment en fait. Et du coup, c'est vrai que dans ce sens-là, j'ai énormément peur tout le temps. Donc j'ai cette vision du monde qui est très négative en fait finalement. Ouais. Et est-ce que justement tu as réussi à reprendre confiance en ceux qui t'entourent, particulièrement les hommes, ou est-ce que ça a été compliqué? Pas Et du ça tout. l'est toujours. Alors en fait, la confiance, c'est très difficile, très très difficile parce que quand quelqu'un vous vend, parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, la confiance, elle n'existe plus du tout. La confiance, elle n'existe plus du tout parce que on en est arrivé à quelque chose de tellement méchant que pour moi, je ne peux faire confiance à personne parce que tout le monde est capable de ça en fait. Ce qui est faux, je le sais parce qu'il y a toujours des bonnes personnes, mais j'ai tellement eu mal et j'ai tellement peur que quelqu'un me refasse mal comme ça que j'ai pas envie de redonner cette confiance. Donc la phrase «la confiance ça se gagne» avec moi c'est vraiment c'est très réel. Après, est-ce que j'ai moins confiance en les hommes qu'en les femmes? Je pense pas. J'ai vraiment peur des gens dans le sens où j'ai peur de ce qu'ils peuvent faire. Donc ça oui. Mais j'ai pas peur des hommes plus que des Ouais, je femmes. vois. Ouais, j'ai pas Et cette. avec ton copain, par exemple, là, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble. T'as mis combien de temps à peu près, tu penses, à lui faire confiance vraiment? Je sais pas si je lui fais confiance aujourd'hui à 100%, dans le sens où pour moi j'aurais toujours peur qu'il puisse me faire du mal. Après c'est juste une peur que j'ai décidé d'accepter dans le sens où oui il peut me faire du mal mais il me fait énormément de bien et je vais juste profiter de ce côté-là. Après oui c'est l'une des personnes que je crois le plus au monde et même s'il me fait du mal j'ai beaucoup moins de difficultés à reprendre confiance. Ouais. Donc ça c'était vraiment quelque chose de difficile au début, qui est plus simple maintenant. Ouais, d'accord. Si tu pouvais revenir en arrière et t'adresser à la jeune Déborah de 17 ans qui ressort de ce viol complètement détruite, qu'est-ce que tu lui dirais? Que ça va aller. Que ça va aller parce que quand je me suis fait violer, j'avais l'impression d'être morte. Donc quand je me suis violée, j'ai vraiment ressenti comme si on m'avait tuée. Et pour moi, c'est ça, c'est vraiment on m'a assassinée. Pas forcément, c'est pas quelque chose de violent quand je dis ça, c'est plus dans le sens où l'ancienne Déborah n'existera plus jamais. On m'a assassinée et personne ne nous apprend à vivre après un meurtre. Ouais. Donc dans ce sens-là, c'était très difficile. J'ai essayé de mettre fin à mes jours. C'était vraiment pour moi invivable et insurmontable. Et j'aimerais si je pouvais revenir en arrière et lui dire que ça va aller, que je vais rencontrer des gens qui vont m'aimer, qui vont me soutenir, qu'aujourd'hui c'est dur, que ce jour-là c'était dur, que les jours d'après ça va être dur, que les mois d'après ça va être dur, que des années après ça va être dur, que c'est un combat qu'on mène tous les jours, qu'on n'arrête jamais, mais qu'au bout d'un moment, on arrête de le porter et on vit pas pour ça, on vit avec ça dans le sens où ça va juste être une cicatrice de plus, un combat qu'on a mené, qu'on a réussi, qu'on a gagné. Mais c'est vrai que plus j'avance et plus je me dis que c'est plus quelque chose qui me définit. Très bien. D'une manière générale, quel conseil tu donnerais à une jeune fille ou à un jeune garçon qui nous écoute et qui a subi un viol? Je pense que je lui dirais de trouver quelqu'un, n'importe qui, avec qui parler, que ce soit un professeur, un psychologue, un médecin, sa famille, ses amis, dans le sens où je sais à quel point on peut se sentir seul à ce moment-là, parce que personne ne pourra jamais comprendre ce qu'on a ressenti, même si on se fait violer de la même façon, on ressentira jamais les mêmes choses, et dans ce sens-là, je sais que oui, on se sent énormément seul, on se sent énormément coupable, donc ouais, trouver quelqu'un à qui parler, n'importe qui, même si c'est sur internet, même si c'est les numéros gratuits à appeler, n'importe qui, parce que ça fait du bien. Ouais. L'important c'est vraiment voilà, de parler, de se décharger. Ouais. Et en tant que proche d'une victime de viol, comment tu penses qu'il faut réagir pour accompagner la personne? Alors ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup pris de temps
pour moi, il y a quelque chose qui est important en tant que proche de victime de viol et en tant que victime de viol, c'est de comprendre, et j'ai mis énormément de temps à le comprendre, que le proche d'une victime de viol vit le viol avec cette personne. C'est-à-dire que personne ne nous apprend comment gérer un viol et personne apprend à nos proches comment gérer un viol. Et du coup, c'est énormément compliqué pour eux. Moi, j'ai vu ma mère qui a été détruite en même temps que moi, en fait, par ce viol. Sur le moment, on n'a pas le courage, on n'a pas l'énergie pour le voir. Plus tard, on le verra. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'on a l'impression qu'on doit porter quelqu'un d'autre avec nous. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit se rendre compte en tant que victime de viol. Et en tant que proche d'une victime de viol, ce que j'aimerais leur dire, c'est que il faut arrêter de dire que ça va aller sur le moment, parce que sur le moment, on a l'impression d'être oui, détruit. puis des fois, ça va pas, et voilà, c'est normal que ça n'aille pas. Et c'est ça, exactement. Moi, je sais que j'ai attendu longtemps avant que quelqu'un me dise « Ok, bah ça va pas ». Et c'est exactement ce dont j'avais besoin ce jour-là, en fait. Ouais. Parce que ça va pas, oui, ça va pas, en fait. On peut pas aller à l'encontre de ça, en fait. C'est quelque chose de traumatisant et ça fait mal, c'est tout. Donc, accepter que oui, ça va pas aller et que ça va pas aller pendant longtemps, parce que je sais que j'ai rencontré énormément de problèmes avec ça. Il n'y a pas de date de péremption à un viol. Un viol, c'est comme un décès et jamais, au grand jamais, on dit à quelqu'un oui, ça va passer ou oh, c'est bon, ça fait 6 ans, tu peux oublier. Non, parce qu'un viol, on le vit avec jusqu'à la fin de notre vie. Donc, bien sûr, ce sera moins douloureux, mais on va vivre avec. Et dans ce sens-là, oui, j'aimerais que les proches des victimes soient plus compréhensifs, plus patients et toujours plus soutenants aussi. Et comment penses-tu que notre société, que la justice doivent évoluer pour éviter ces événements et surtout mieux les prendre en charge s'ils arrivent? Alors du coup, déjà, pour moi, il y a quelque chose que je trouve important. À l'école, on nous apprend à faire l'amour, on nous apprend à mettre un préservatif, on nous apprend à faire des bébés, on nous apprend pas le consentement, la chose qu'on devrait apprendre en premier avant de mettre le préservatif, de faire des bébés. C'est la première chose. C'est la première étape surtout. Voilà. C'est la première chose qu'on doit demander en fait avant de faire tout ça, donc je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important d'apprendre aux garçons comme aux filles le consentement, parce que c'est pas une question que de garçons, et je pense que ça c'est vraiment important. Pour moi, il faudrait qu'il y ait des formations pour les gens qui doivent nous écouter, que ce soit un prof, parce que oui, il y a beaucoup d'enfants qui vont aller parler avec un prof de viol, une infirmière, les policiers, les pompiers, pour moi, ils devraient avoir une formation, ça devrait être quelque chose de normal. Et je parle pas d'une formation de 24 heures, je parle d'une formation longue. Une vraie formation. Voilà, parce que c'est quelque chose de long, en fait. C'est un processus énormément long et on devrait avoir ce genre de formation. Pareil, on ne devrait pas être forcé à porter plainte, parce que je comprends totalement quand une victime apporte plainte 50 ans après, c'est juste qu'il lui a fallu 50 ans en fait pour décider que c'était le moment, et on devrait avoir ce choix-là parce qu'on nous a pris déjà beaucoup trop, donc laissez-nous le choix de porter plainte quand on veut, et si on veut d'ailleurs. Exactement. Aujourd'hui, avec le recul des années, comment tu te sens par rapport à tout ce qui t'est arrivé? Alors du coup, je sais que ça va choquer quelques-uns, je me sens reconnaissante. Reconnaissante parce que j'ai été élevée dans l'optique que les choses ça arrive, les mauvaises choses ça arrive, et qu'on peut pas revenir en arrière. Donc il faut tirer le meilleur du pire. Et donc du coup je me sens reconnaissante parce que ce viol il m'a appris tellement de choses sur moi, sur la société aussi, sur ma famille, dans le sens où jamais j'aurais pensé que j'aurais été aussi forte pour vivre après ça, à me battre tous les jours. Jamais de ma vie j'aurais pensé ça. Ça m'a appris aussi qui sont mes vrais amis, qui sont ma vraie famille, mais reconnaissante aussi parce que grâce à ça je suis plus amie avec cette fille. Alors que sincèrement je pense que si j'avais pas été violée, si ça n'avait pas été arrivé, je serais sûrement encore amie avec elle, dans un coin, en train de me droguer, probablement. Donc dans ce sens-là, je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante parce que j'ai rencontré mon petit ami. On parle de mariage, donc c'est plutôt pas mal. Je suis reconnaissante parce que j'ai rencontré plein de nouvelles personnes maintenant, aujourd'hui, qui me font prendre conscience que j'ai le droit
de refaire confiance. Donc ouais, dans ce sens-là, je suis reconnaissante. Ok. Alors aujourd'hui, quels sont tes projets, quels sont tes rêves? C'est une bonne question. J'aimerais bien avoir une réponse. Pour le moment, j'en ai pas trop, à part peut-être trouver un but à ma vie. Donc ouais, ça serait bien. Et toujours aller mieux. Et toi, qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel? Quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre aujourd'hui à nos auditrices et nos auditeurs? La notion d'espoir, j'aimerais répéter que ça va aller, quel que soit le traumatisme, même si c'est pas un viol, ça va aller. Qu'il faut qu'on s'aime, qu'on se respecte. Et surtout, j'espère qu'un jour, le consentement, ce ne soit pas quelque chose qu'on ait à apprendre, que ce soit quelque chose de logique. Ouais, très bien. Merci beaucoup, Déborah, d'avoir accepté de prendre la parole sur ce sujet si intime. Ton histoire est réellement bouleversante. Je suis toujours stupéfaite de la capacité de résilience humaine pour se relever et continuer à vivre après des événements traumatisants. D'ailleurs, certaines personnes ne s'en remettent jamais. Une abonnée a d'ailleurs tenu à te dire que tu étais une survivante. Ne l'oublie jamais. Tu nous as prouvé qu'une vie était possible après un si fort traumatisme et qu'il y avait toujours de l'espoir derrière l'arc-en-ciel. Je te souhaite de continuer sur le chemin de la guérison et d'être heureuse dans ta vie, car tu le mérites plus que personne d'autre. Merci encore, Déborah, pour ta sincérité. Merci. Si vous aussi, vous avez été victime de viol ou que vous connaissez quelqu'un dans cette situation, écoutez ce qui va suivre. Si vous êtes la victime, sachez que ce n'est pas de votre faute. Il n'y a aucune, et j'insiste bien sur ce mot, aucune circonstance atténuante à un viol. Pas d'histoire de tenue, pas d'histoire de drogue, d'alcool, pas d'histoire de passif traumatisant de votre agresseur ou je ne sais quoi. Personne ne doit toucher à votre corps sans votre consentement. Tout acte qui aurait été fait contre ce principe est une agression sexuelle ou un viol s'il y a eu une pénétration quelconque. Vous n'êtes jamais coupable de ce qui vous est arrivé, absolument jamais. Surtout, ne restez pas seul. Des associations existent et des numéros peuvent être appelés pour vous aider. Vous trouverez l'ensemble dans la barre d'infos. Il est important également de vous faire aider psychologiquement et il n'y a aucune honte à ça. Vos agresseurs doivent avoir honte, pas vous. Si vous connaissez quelqu'un qui a subi un viol, la meilleure chose à faire est sans doute de l'écouter. Fournissez-lui une oreille bienveillante à laquelle il puisse se confier sans peur de jugement. Si la personne en a envie et besoin, accompagnez-la dans ses démarches judiciaires, à ses rendez-vous psychologiques. Dites-lui qu'elle n'est pas seule et qu'elle est victime, non coupable. Quant à l'épreuve de la plainte, personne ne doit être obligé de le faire. Faites-le si vous en avez envie et besoin en espérant tomber sur des forces de l'ordre bien formées et à l'écoute. Si vous êtes nantaise, je peux par exemple vous recommander le bureau d'aide aux victimes du commissariat de Nantes, ils sont très bienveillants. Ne pas vouloir porter plainte, c'est ok aussi et personne ne doit vous y forcer. À toutes les victimes de viol, vous êtes innocente, vous êtes forte, vous êtes résiliente, vous valez plus que ces monstres qui vous brisent et surtout, nous vous croyons. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Rainbow cherche à diffuser l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour écouter une nouvelle invitée. D'ici là, je compte sur vous pour partager ce podcast autour de vous. Et si vous en parliez à 2 nouvelles personnes après chaque épisode, pensez aussi à laisser une petite note sur la plateforme d'écoute de votre choix et à me transmettre vos retours. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, il s'y passe beaucoup de choses entre 2 épisodes. Et n'oubliez pas, le monde est toujours plus beau si l'on voit Over the Rainbow. If it's not fair, gotta go again. We still get over it, 'cause when I look aside, she's always by my side.